Bonsoir à tous, bienvenue au journal édition 62. Nouvelle victime au sein de la police nationale, l'agent 3 Lutner Saint-Louis se serait suicidé ce jeudi au sous-commissariat de Portail-Léogane. La victime aurait mis fin à sa vie alors que ce dernier devait répondre à une convocation de l'inspection générale de la PNH suite à une fouille de routine effectuée sur un véhicule en mauvais état. La victime s'est tiré une balle dans la tête, informe le médecin légiste Jean-Armel Demorcy. Il y a eu un cas de mort violente. Eh bien, Jean la loi dit là, eh bien, la police a décidé de faire appel à un médecin pour aider à faire constat de décès. Et ce n'est pas eux qui décident comme ça, c'est la loi qui voulait le comme ça. Et m'a rappelé que la loi, ça, règlement, ça, disposition légale, ça a daté de 1835 dans le code pénal noir, qui dit que un policier, un juge de paix pas doit faire constat dans cas ça s'il pas gagné un médecin, il pas obligé médecin légiste qui accompagne eux sur les lieux parce que c'est docteur seulement qui a dit si moun nan mouri et deuxièmement permettre de chercher connaît dans quelles conditions moun nan mouri, ça nous les causes et dans quelles circonstances moun nan mouri. Est-ce que c'est blessure qui tue, c'est cause là? Mais est-ce que c'est lui qui tue tête li? Est-ce que son monde qui tue? Est-ce que son accident qui arrive? Donc juge de paix ni policier yo pas en mesure pour continuer pour dire ça. Yo besoin accompagner d'un médecin et journée jeudi c'est ça qui fait. De qui nature moi ça? Bon, là nous déplacer sur les lieux comme ça, monde qui mettent scène de crime parce que son scène de crime nous sont réalisé, c'est juge là. Nous-mêmes, en tant que monde qui vient soutenir le juge là, c'est d'autres acteurs, nous, il n'est pas professionnel si que le juge a beaucoup même prononcé et puis nous gantons bail conclusion, il n'est pas correct. Donc nous recueillons toute information, l'équipe là pral chita, yo discuter, yo gain l'autre information pour chercher à partir de indices que nous prélevons et c'est là ça nous avons sorti une conclusion correcte. Parce que là, nous sorti une conclusion, nous, c'est parole de l'évangile, c'est ça. Vous confirmez que le mourit quand même? Ça nous a dit, nous confirmer que le mourit. Et deuxièmement, il mourit par balle. Là, son seul système lésionnel que nous jouons, c'est-à-dire, on porte d'entrée, on porte de sortie, l'État sous-entend que son seul balle. L'État sous-entend. Quel côté? Dans la tête. Gary Exhumé, frère de la victime, arrivé sur les lieux du drame, était sous le choc. Larmes aux yeux, il refuse de croire que son grand frère, Lutner Saint-Louis, se serait donné la mort. C'est une grosse perte pour la famille, estime-t-il. La victime était père de 7 enfants, selon Gary Exhumé. Quel âge? Il n'a pas de 50 ans. Il y a un petit problème avec madame? Non, il n'y a pas de problème. Ou même comment il est? Mais non, Gary, Timé. Gary. Qui sont les boulés? Différents. Risque d'inondation, d'éboulement et de glissement de terrain, notamment dans les départements des Nippes, de la Grand'Anse, Sud-Ouest et du Sud, selon le directeur du Centre national de météorologie, Ronald Semelfort. Des inondations pourraient surgir à cause du niveau de saturation du sol suite au passage de l'ouragan Mathieu. Des averses sectorielles orageuses sont prévues sur le pays en après-midi et en soirée sur 8 départements, dont ceux affectés par le cyclone, d'après le CNM. Les populations des zones à risque sont invitées à la prudence durant les 48 à 72 heures. Suivons les propos du directeur du Centre national de météorologie, Ronald Semelfort, au micro de Nancy Lenné et de Bernardo Valsini. Il y a un bon petit coup d'activité la pluie à travers plusieurs régions d'un pays depuis au moins hier, mais même avant hier. Et puis, bien activité là, c'est des conditions d'humidité qui installées sous partie centrale Caraïbe là. Et puis, les conditions d'instabilité, tout, c'est surtout par rapport à une zone, notamment de basse pression, qui est retrouvée sous l'océan Atlantique, là, au nord et pays d'Haïti.
et donc à continuer bon notre activité la pluie ça. Donc c'est ça que fait Centre national météorologie, passer au mois avec tout, les mettre ensemble avec secrétariat permanent qui a géré les affaires risques avec des astres dans le pays pour demander tout le monde qui habite dans une zone sensible à inondation, glissement de terrain, éboulement, effondrement, et bien pour toujours montrer vigilant, véatif toujours parce que sol là il a toujours été très saturé et parce que il y a des risques vraiment tant qu'on ne pas répéter encore inondation, glissement de terrain, éboulement, effondrement. Donc, prends en pile précaution, continuez, prendre en pile précaution, s'il vous plaît, montrer et nous demander tout le monde pour montrer très responsable pour ne pas enregistrer des pertes en vie humaine encore. Il y a quelques régions qui des petits débordements qui fait, que rivière fait depuis hier, depuis avant-hier, mais par contre, la protection civile a enregistré des pertes en vie humaine jusqu'à présent encore. Donc, nous demandons tout le monde toujours porter attention à ça. Donc, montrer très responsable et puis abriter en lieu sûr donc, pour nous éviter des dégâts humains. Il y a des informations qui ont circulé sur Internet et qui t'a fait croire qu'il y a un cyclone qui a avancé sur le pays d'Haïti. Est-ce que vous-même nous confirmez l'information sur la protection civile? Non, Centre national météorologie, non, nous pas confirmé l'information ça du tout. Nous, dans le moment côté n'a parlé là, pas vraiment il y a un cyclone qui est menacé directement le pays d'Haïti comme tel, que ce soit en dépression tropicale, que ce soit en tempête tropicale, que ce soit en ouragan, par des cyclones comme ça qui menacent Haïti, capable de des petites perturbations qui ont des possibilités dans les prochaines peut-être 48 heures, tout a été transformé en cyclone. Même le a transformé en cyclone, il n'y a pas aucun rapport avec le pays d'Haïti. Bon, nous-mêmes, parmi les principales fonctions d'alerte, Centre national météorologie, c'est deux premières fonctions seulement les plus occupées de c'est la surveillance météo, la surveillance hydrométéo et puis la diffusion. Maintenant, pour la réaction de la population, ça concerne uniquement la protection civile. Les pluies qui se sont abattues jeudi sur la région métropolitaine et ses environs ont paralysé une bonne partie des activités quotidiennes au bas de la ville. Les eaux en furie ont emporté tout sur leur passage, des égouts à ciel ouvert obstrués, déversent des détritus de toutes sortes sur la chaussée, ce qui a occasionné des embouteillages au niveau de certaines artères du bas de la ville. Ces fortes pluies ont paralysé les activités scolaires, les responsables de certaines écoles ont renvoyé les élèves prématurément, les membres du corps professoral se sont inscrits aux abonnés absents. Les élèves éparpillés dans les rues, sur les places publiques, se sont régalés. Cependant, ils ont exprimé leurs inquiétudes pour cette nouvelle journée de classe ratée en raison de ces pluies. Je dis à mal l'école, même que moi j'ai un peu de la pluie. Que je pense que ça fonctionner ou pas fonctionner, que nous avons perdu plusieurs semaines déjà. Et surtout que moi-même, je vais à l'école première semaine, dans l'école troisième semaine, on fait retour. Donc je dis à moi, je n'ai pas perdu pour moi parce que je vais l'examen, par contre, ça me faire parce que je vais un peu de notes. Et il y a des gens qui m'ont demandé pour des cailloux, pas tout qui accepté. Est-ce que vous avez un horaire à l'entête chaque jeudi qui professeur qui fait cours? Non, pas vraiment, parce que je n'ai pas un horaire. Je connais qui ça me fait chaque jeudi, mais je n'ai pas un horaire en tête. Non, je dis, je fait chimie, je fait physique et en plus je fait espagnol. Bon, nous arrivons, nous faisons dans l'école là, nous parlons, il y a des gens qui font du travail tout. Après ça, il y a un professeur qui vient, le directeur a dit tout la pluie, l'autre va venir, il ne va pas fonctionner, il dit nous à la caille. Oui, la caille nous va aller. Mais vous montez sur place là? Mais c'est la caille, et où chez nous, la caille nous va aller. Nous passons sur place dans la caille. Lovensky aussi. Qui la joue? 13 ans. Qu'est-ce qu'on fait? 6e année. Le sont supposé dans la classe? Non, madame n'a pas venu. Nous décidons d'aller à la caille. C'est responsable de l'école là qui veut nous aller ou bien nous décidons d'aller? Responsable de l'école là. Tu penses que l'on journée perdu comme ça, qui impact, qui conséquence ça a gagné sur nous en tant qu'élève? Non, elle va nous perdre. Madame nous fait nous perdre. Il va venir? Il va venir. Comment espérer rattraper la journée perdue ça? J'espère bien. L'arrivée de la caille, ça va le faire? Je vais l'étudier encore.
À présent, nous vous invitons à suivre la page internationale du journal. 4e jour de la bataille de Mossoul et une avancée significative pour les forces engagées dans la reprise de la ville. En tout cas, une avancée plus rapide que prévu, selon l'état-major irakien. L'offensive irako-kurde se concentre pour l'instant sur la reprise des villages et des points stratégiques contrôlés par l'organisation État islamique tout autour de Mossoul. On approche de l'ultime phase de la bataille, phase qui visera à reprendre entièrement le contrôle de la deuxième ville du pays, dernier bastion irakien de l'organisation État islamique. Le contrôle de l'ouest de Mossoul se prépare également afin de couper la route aux djihadistes en fuite, direction la Syrie et Raqqa. Dans les villages libérés, les populations racontent. Bien sûr, les choses vont bien mieux maintenant. Avant, on ne pouvait pas aller et venir à notre guise. Nous étions pris au piège, nous n'avions pas de nourriture, pas d'eau. Merci à Dieu, ça va beaucoup mieux. C'était une tragédie à cause de Daesh. Ils ne nous laissent pas nous occuper de nos bêtes. Ils nous frappaient tous les jours à cause de nos barbes ou de nos vêtements. Ils nous ont battus l'autre jour parce que les moutons avaient quitté le village. La bataille de Mossoul va maintenant se déporter à l'intérieur de la ville avec les forces irakiennes et les milices chiites. Les forces kurdes, elles, ne comptent pas participer à ces combats de rue. Les dirigeants de l'Union se retrouvent pour un sommet à Bruxelles. Pour le président du Conseil européen, l'une des priorités est de dessiner une position commune à propos de l'intervention russe en Syrie. Aujourd'hui, il n'est pas question de prendre des décisions, mais je veux souligner que l'Union européenne doit garder toutes les options ouvertes, y compris les sanctions. Sanctionner la Russie apparaît pour le moment comme un dernier recours. Pour le président français, cette solution doit être envisagée, mais selon certaines conditions. Toutes les options sont ouvertes dès lors qu'il n'y aurait pas de trêve qui serait respectée et dès lors qu'il y aurait cette volonté d'écraser une ville, Alep, une ville martyre. Pour la chancelière allemande, il est essentiel que l'Union envoie un message de fermeté. J'espère que, en tant que Conseil européen, nous serons capables d'affirmer clairement que ce qui se passe à Alep avec le soutien russe est totalement inhumain. Le Brexit est lui aussi à l'ordre du jour de ce sommet. Ce Conseil européen est d'ailleurs le premier pour la dirigeante britannique Theresa May. Le Royaume-Uni quitte l'Union, mais nous continuerons à jouer pleinement notre rôle jusqu'à notre départ et nous serons, une fois partis, un partenaire fort et indépendant. La Belgique sera aussi au centre de toutes les attentions. Le pays n'est toujours pas en mesure de signer l'accord de libre-échange avec le Canada. Pour le Premier ministre belge, le temps presse. Nous attendons donc en ce moment une réponse du gouvernement wallon. Le plus vite sera le mieux et j'espère de tout cœur qu'il sera possible d'avoir la clarté dans les prochaines heures ou les prochains jours. Donald Trump signe la déclaration qui aura fait couler le plus d'encre lors du 3e et dernier débat présidentiel américain. Le milliardaire accuse les médias d'être corrompus et malhonnêtes, met en doute les listes électorales et à 3 semaines du vote, il refuse de s'engager par avance à reconnaître le verdict des urnes. Prenez-vous le ferme engagement que vous accepterez le résultat de cette élection? Je l'examinerai au moment voulu, pas maintenant, mais en temps voulu. Mais monsieur, c'est la tradition de ce pays. Une des fiertés de ce pays est la transition pacifique du pouvoir. Aussi difficile qu'une campagne ait pu être, à l'issue de la campagne, le perdant reconnaît au vainqueur. Je vous le dirai en temps voulu. Je maintiens le suspense. Eh bien, Chris, laissez-moi répondre. C'est terrifiant. À chaque fois que Donald pense que tout ne va pas comme il le souhaite, il prétend que les conditions étaient truquées contre lui. Quelle méchante femme. Autre accrochage du débat, les positions des deux candidats face au président russe Vladimir Poutine. De ce que je vois, Poutine n'a aucun respect pour cette personne. C'est parce qu'il préférerait une marionnette comme président des États-Unis. Pas une marionnette, c'est vous la marionnette. Il est clair que vous n'admettrez pas que les Russes sont engagés dans des cyberattaques contre les États-Unis et que vous avez encouragé l'espionnage contre notre peuple. Sur les questions de politique internationale, la candidate démocrate s'est montrée offensive.
C'est quelqu'un qui s'est montré désinvolte sur le recours à l'arme nucléaire. Il est favorable à ce que davantage de pays l'obtiennent, le Japon, la Corée et même l'Arabie Saoudite. Si nous l'avons, pourquoi ne pas l'utiliser, a-t-il dit. C'est terrifiant. Je dis seulement que nous devons renégocier les accords parce que notre pays n'a pas les moyens de défendre l'Arabie Saoudite, l'Allemagne, la Corée du Sud et bien d'autres. On ne peut se le permettre plus longtemps. Mais elle comprend armes nucléaires. À l'issue du débat, les deux candidats ont eu chacun 1 minute pour résumer leur profession de foi. J'ai fait de la cause des enfants et des familles le travail de ma vie. Ce sera la mission de ma présidence. Nous ferons en sorte que l'Amérique soit à nouveau forte, que l'Amérique soit à nouveau grande. Il faut commencer maintenant. Hillary Clinton et Donald Trump ne se sont pas serré la main ni au début ni à la fin du débat. L'un et l'autre ont ostensiblement évité de se croiser sur la scène. Les 3 débats télévisés dans la campagne électorale présidentielle américaine sont maintenant terminés. On en discute avec notre correspondant à Washington, Stéphane Grobe. Stéphane, de nombreux observateurs politiques disent que Donald Trump devait remporter les débats pour réduire son déficit dans les sondages. Où en est-il maintenant? Peut-il encore changer le cours de cette élection ou bien c'est fini? Je pense que les deux candidats ont livré leur meilleure performance dans un débat depuis le début de la campagne. Le problème pour Trump, c'est que ça ne suffit pas. Il doit séduire les femmes blanches éduquées, un groupe qui a basculé de façon spectaculaire en faveur de Clinton ces 2 derniers mois, essentiellement en raison de ses commentaires sur les femmes. Basically because of Trump's comments he made about women in general and particular women. Quand il a désigné Hillary Clinton, une femme méchante, la nuit dernière, eh bien ça ne plaît pas à la maire de Philadelphie et à la grand-mère d'Indianapolis. Alors, est-ce fini pour lui? Probablement oui. Yes, because he was only feeding red meat to his core base. Selon les médias américains, Trump est effectivement en train de commettre un suicide politique en refusant de dire s'il va accepter le résultat des élections. Est-ce que cette position va pousser ses soutiens de base à l'abandonner? Voilà une bonne question. Je ne pense pas que ses principaux partisans vont l'abandonner parce qu'ils croient fermement à tout ce qu'il dit. Il parle d'un système politique truqué depuis le premier jour et pousse même ses disciples à commettre des actes de violence. Regardez ses principaux partisans. Ce sont des hommes blancs peu éduqués qui se sentent abandonnés par l'élite. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas gagner l'élection avec seulement des hommes blancs sans instruction. Eux vont rester à ses côtés, mais tout le monde, tous les autres, semblent le fuir. Les débats passés, sur quoi les candidats vont-ils se concentrer lors des 3 dernières semaines de campagne? Pendant cette période, les candidats vont se concentrer sur la mobilisation de leurs bases respectives pour faire évoluer les votes en leur faveur. C'est là que l'efficacité sur le terrain de l'équipe de Clinton, qui est supérieure, entre en jeu. Prenez par exemple la Floride. Hillary Clinton a 10 fois plus de bureaux dans cet État que Donald Trump et ses membres sont en contact constant avec la population locale. Et je pense que finalement, cela fera toute la différence. Nib Sabachag, crient les sans-papiers dans les rues de Budapest. Nib Sabachag, c'est le nom d'un quotidien de gauche qui vient d'être fermé début octobre. Ces journalistes ont donc décidé d'écrire dans le journal Sans-Abri, vendu par des SDF ou des Hongrois en grande précarité, comme Daniel, il est retraité. Il y a une semaine, lorsque la radio et la télévision ont commencé à parler de cette initiative, tout le monde a réclamé le journal. Les gens pensaient que je ne voulais pas leur vendre, alors qu'en fait, je ne l'avais pas encore. Je pense que ces 200 exemplaires que j'ai ici seront vendus en 4 heures. Du jamais vu. Les 12 000 exemplaires sont partis comme des petits pains. Lundi, 30 000 journaux seront imprimés et sans doute aussi rapidement écoulés. Une revanche pour les journalistes de Nib Sabachag, devenus à leur tour sans emploi. Jusqu'à ce que la situation des salariés soit éclaircie, le journal restera uni, c'est sûr, assure son rédacteur en chef. Je crois qu'après aussi nous resterons unis, mais nous devrons alors réfléchir à la direction que nous voulons prendre pour aller de l'avant.
Le journal d'opposition a été fermé par son propriétaire, avançant des raisons économiques. Pour les employés, c'est une décision politique. Dans un récent sondage, 2/3 des personnes interrogées estiment que la liberté de la presse est limitée en Hongrie. La justice mexicaine a donné ce jeudi son feu vert à l'extradition vers les États-Unis de cet homme, Joaquín Guzmán, surnommé El Chapo. Ce baron de la drogue a été arrêté en janvier dernier après 6 mois de cavale. Il s'était échappé d'une prison de haute sécurité. Les États-Unis veulent le juger pour meurtre et trafic de drogue. En mai dernier, le ministère mexicain des Affaires étrangères a approuvé l'extradition, mais les avocats d'El Chapo s'y opposent, utilisant des recours judiciaires. Aussitôt après la décision du tribunal de Mexico ce jeudi, les avocats du narcotrafiquant ont indiqué qu'ils feraient appel devant la Cour suprême. Preuve de la sensibilité du dossier, l'assassinat d'un juge fédéral qui était précisément en charge de l'extradition d'El Chapo. L'homme a été abattu d'une balle dans la tête ce lundi alors qu'il sortait de chez lui. Les autorités ont promis que les auteurs du crime seraient retrouvés et punis. Les Philippines divorcent des États-Unis. Le nouveau président Duterte en a fait l'annonce en Chine lors d'une visite qu'il qualifie d'historique. Une visite qui scelle un rapprochement après une période glaciale entre Manille et Pékin en raison d'un différend sur des îles en mer de Chine. Les Philippines, colonie américaine jusqu'en 1946, changent de cap, le nouveau président estimant que le pays a peu bénéficié de son alliance avec l'Amérique. L'Amérique a perdu maintenant. Je me suis réaligné sur votre ligne politique et peut-être vais-je aller aussi en Russie pour parler à Poutine et lui dire que nous sommes 3 contre le monde. La Chine, les Philippines et la Russie. C'est le seul moyen, a déclaré le président philippin. Côté américain, on assure n'avoir pas reçu d'informations sur un changement de politique par les canaux officiels philippins. Le département d'État américain estime que ces déclarations sont contraires à la relation très étroite avec le peuple et le gouvernement philippin. Elon Musk n'en démord pas. Les Tesla seront les premières voitures autonomes sur la voie publique. Tous les modèles S, modèle X et même les modèles 3 grand public seront munis de l'autopilot version 2, le système de conduite autonome de Tesla, a assuré le charismatique PDG du constructeur lors de sa dernière conférence. Les modèles qui sont déjà en précommande devraient pouvoir effectuer des trajets sans intervention du conducteur d'ici fin 2017. Mais l'entrepreneur reconnaît qu'il faudra encore du temps avant que les régulateurs les autorisent à rouler sur la route. Ici prend fin le journal édition 62. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir.